de finir, en espérant ne plus être interrompu pour rien. Donc, le California Medical Facility à Vacaville n'était qu'à 2 heures de voiture de chez moi, ce qui n'est rien. Structure spécialisée de la prison de Vacaville, où l'administration pénitentiaire de l'État de Californie envoie les détenus considérés comme déséquilibrés et devant faire l'objet d'une surveillance spéciale. Oh, j'ai faim. J'ai fait la route en me posant des tas de questions. Je me demandais, moi quand j'ai faim, je mange des bonbons. Je me demandais notamment quel Manson j'allais voir. Le gamin tranquille au regard doux que j'avais rencontré en prison, ou le maniaque aux yeux fous que les médias ne cessaient de montrer. Mais malgré toutes mes cogitations, je me suis retrouvée comme pétrifiée alors qu'on m'enregistrait à l'entrée de la prison. Bon sang, j'en étais même arrivée à me dire que j'étais cinglée d'avoir eu l'idée de venir. Ça enregistre? Oui. Franchir de nouveau la porte d'une prison, même en tant que visiteur, a ravivé de sombres souvenirs. Mon cœur s'est mis à battre plus rapidement, et mes mains tremblaient tant que j'ai eu du mal à remplir les formulaires requis. Ouais, c'est ça. Une fois à l'intérieur, j'ai failli rendre ma carte d'accès et me barrer le plus vite possible, genre t'as un gros dur, pour oublier tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une prison. Mais j'ai réussi à me contenir en prenant une grande inspiration, et je me suis assis parmi les autres visiteurs. Environ 45 minutes plus tard, un gardien a annoncé Visiteur pour Charles Manson. Des têtes se sont tournées. Je me suis levée et me suis dirigée vers le parloir. Ceux qui ne me regardaient pas se dévissaient le cou pour tenter d'apercevoir Manson. Comme j'approchais de la porte, un gardien est intervenu. Non, vous devez entrer de l'autre côté. Il m'a accompagné jusqu'à un endroit appelé le Between Gates, littéralement entre grilles. Ici, une sorte de sas. Au passage, il m'a laissé acheter des cigarettes, du Coca-Cola et des barres chocolatées au distributeur. Le sas est un espace hautement sécurisé, séparant l'entrée de l'établissement et ses bureaux du secteur où les prisonniers sont détenus. 2 portes dotées de barreaux et commandées électriquement à distance se font face à chaque extrémité d'un couloir de près de 8 mètres de long. D'un côté se trouve une pièce entourée de vitres par balles où 2 policiers, au minimum, contrôlent l'ouverture des portes et vérifient l'identité de tous ceux qui entrent ou sortent. Les 2 portes ne sont jamais ouvertes en même temps. De l'autre côté du couloir, on entrevoit 2 ou 3 pièces d'une superficie d'environ 5 mètres carrés chacune, également avec des barreaux, et une table et 4 tabourets vissés en leur centre pour tout ameublement. Manson avait déjà été escorté et enfermé dans la pièce qui nous était réservée, et, tandis que le gardien déverrouillait la porte pour me laisser rentrer, il m'a lancé un regard inquisiteur à travers les barreaux. Oh, c'est une chaussure. Il portait l'accoutrement classique en denim bleu trop grand du taulard et en bandana bleu et blanc noué sur le front pour maintenir en place ses longs cheveux. Barbe fournie, façon Jésus-Christ. Façon tout le monde à l'époque, connard. À l'époque, il avait 44 ans, mais hormis quelques touches de gris dans son système pileux, il n'avait pas vraiment l'air plus vieux qu'en 64, quand je l'avais vu pour la dernière fois. Lorsque le gardien a refermé la porte derrière moi, Manson s'est réfugié dans le coin opposé de la cellule. On aurait dit une bête méfiante, traquée. Le corps légèrement recroquevillé, le visage penché sur le côté, il m'a fait un signe de tête et a lâché. Quoi de neuf, mec? Pas grand-chose, j'ai répondu. Je suis mariée, mais voilà. Je suis juste venue te voir, comme je te l'avais dit dans la lettre. Ouais, ouais. Tout en parlant, j'ai posé boisson et sucreries sur la table et lui ai tendu la main. Le chétif Munson s'est redressé, s'est avancé vers moi et a pris la main offerte. Un léger sourire se dessinait sous sa barbe. Ouais, Emmons, je t'aurais reconnu n'importe où. T'as fait des progrès au handball? Bordel, non. J'ai pas joué depuis que j'ai quitté McNeil. Et toi? Putain, tu plaisantes ou quoi? Madame Winters, la psychiatre en chef de Vacaville, et ses petits copains Black me serrent tellement la vis que je peux rien faire du tout.
Il m'a fallu 9 ans, rien que pour m'arracher de l'aile S. Le secteur qu'il évoquait est une unité séparée des autres et réservée aux prisonniers faisant l'objet d'expertises psychiatriques soutenues. Maintenant, ils m'ont collé dans l'aile W, et c'est pas beaucoup mieux. La glace était brisée, mais une tension palpable n'en demeurait pas moins dans la pièce. Munson ne s'approchait pas à moins d'1 mètre de moi, et s'arrangeait pour ne jamais se trouver en position de vulnérabilité. Il restait prêt à se défendre à tout instant. Sa paranoïa est devenue encore plus évidente. C'est pas de la paranoïa quand tu montres que t'as peur. La paranoïa, c'est quand on a honte d'être inquiet, en fait. Sa paranoïa est devenue encore plus... C'est lui qui est parano, en fait. Sa paranoïa est devenue encore plus évidente lorsque je lui ai proposé une cigarette. « Tu l'allumes d'abord » m'a-t-il lancé. Je l'ai fait, mais lorsque je lui ai tendu la cigarette allumée, au lieu de tirer une taffe, il l'a tâtée de ses doigts sur toute la longueur et s'est enquis. À quel niveau est placé l'explosif? Il ne touchait ni aux boissons, ni aux barres chocolatées que j'avais apportées tant que je n'avais pas déjà pris une gorgée du verre ou croqué une bouchée des sucreries. Alors seulement il daignait y goûter. Mais ouais, c'est bizarre venant d'un mec de Toll qui comprenne pas ce processus de méfiance. Tu fais exprès, je lui ai demandé? Ou bien tu crois vraiment que je suis venue ici pour t'empoisonner? Il m'a regardé fixement et m'a dit: Écoute, je t'ai pas vu depuis 15 ou 20 ans. Quand on était en Toll ensemble, t'avais jamais une minute à me consacrer et là, d'un seul coup, tu te pointes. Bah ouais. Comment je saurais ce que t'as en tête? Si je suis toujours en vie, c'est parce que je sais ce que les gens ont dans le crâne. T'as aucune idée de ce que ces fils de pute seraient prêts à faire pour se débarrasser de moi. Je vis dans leur turne de merde depuis 10 ans et chaque jour ils envoient quelqu'un pour me persécuter. Je suis vivant parce que je fais gaffe. Je ne fais confiance ni à toi ni à personne. À ce stade, essayer de le faire changer d'avis à mon sujet aurait été peine perdue, mais je voulais quand même lui expliquer pourquoi je ne faisais pas attention à lui quand on était en tôle ensemble. Tu avais 8 ans de moins que moi, j'avais déjà vécu ce que tu vivais. Vous étiez des frimeurs, toi et les types avec qui tu traînais. Moi, je voulais juste purger ma peine et me barrer. Ça n'avait rien à voir avec le fait de t'apprécier ou pas. À ces mots, il a paru se calmer. Les accents de colère menaçants qui pointaient dans sa voix ont disparu, et il m'a demandé des nouvelles de connaissances communes. En fait, il en savait bien plus que moi sur eux. C'est un grand classique de la vie carcérale, surtout quand un mec replonge ou qu'il poursuit avec succès sa carrière de gangster. A l'inverse, lorsqu'un type reprend le droit chemin, il est vite oublié et pourrait aussi bien être mort aux yeux de ses anciens codétenus. En fait, le droit chemin, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un gangster ou pas, hein. Après environ 30 minutes, le maton nous a prévenus, parce que le droit chemin, c'est de pas se faire prendre, que tu sois gangster ou pas gangster. T'as autant de chances de te faire prendre si t'es pas un gangster en vérité. Après environ 30 minutes, le maton nous a prévenus qu'il nous en restait 5. C'est là que Manson a abordé le sujet que j'avais décidé d'éviter lors de cette visite inaugurale. Et oh, t'es journaliste maintenant, c'est ça? T'es au courant que je me fais entuber par votre race de salopards? Pour ce qui est de dire la vérité, je fais confiance à aucun d'entre vous, bande d'enfoirés. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? J'ignorais s'il était en train de m'envoyer au plot ou s'il attendait de voir comment j'allais réagir. Y a pas de souci, Charlie. J'ai répondu. Moi non plus, je ne leur fais pas souvent confiance. Alors, oublie que je suis venue ici en tant que journaliste. Je suis venue parce qu'on a passé du temps à l'ombre tous les deux. Déjà, il ment. Et si le fait d'avoir de la visite te rend la vie moins monotone, alors je reviendrai. Mais si tu préfères pas, tu ne me reverras plus. Sans me répondre directement, il a lâché. Hé, j'aurais besoin de timbre et de papier pour écrire. Tu peux t'occuper de ça? Bien sûr, j'ai rétorqué. Et si t'as également besoin de quelques dollars pour cantiner, je peux aussi te les filer. Non mais oh. Et le mec, il se croit fort, alors parce qu'il entube Charles Manson. Non mais... Le temps qui nous était imparti était écoulé. Quand on s'est dit au revoir, il se tenait sensiblement plus près de moi qu'au début de la visite. J'ai aussi ressenti une certaine chaleur dans sa poignée de main. Aucun de nous n'avait mentionné les meurtres. Et bien qu'il n'ait rien exprimé de tel, j'ai eu l'impression qu'il avait envie que je revienne.
La confiance viendrait avec le temps, ai-je pensé. Je lui ai envoyé du papier et des timbres, ainsi qu'un peu d'argent. Une ou deux lettres échangées plus tard, j'allais le voir chaque semaine, ou presque. Au début, les visites variaient peu. Il ne parlait pas beaucoup du monde extérieur ou du passé, mais se montrait intarissable sur les changements ayant affecté les prisons. Pas étonnant. Il s'exprimait de manière cohérente, l'espace d'une ou deux phrases, puis passait du coq à l'âne sans poursuivre le fil de sa pensée. Ça s'appelle vivre le moment présent. Durant ces 6 ou 7 visites sur 2 mois, j'ignorais que Manson était sous médoc, jusqu'à ce qu'un jour il me sorte. Tu dois avoir un effet thérapeutique sur moi parce qu'il commence à espacer mes picouses. Après ça, nos échanges sont devenus plus fructueux. On a commencé à parler des meurtres. S'il restait évasif quant à son application, il évoquait volontiers ses nanas, la vie à Span Ranch, le désert Mojave et ses buggies des dunes. Il a aussi mentionné Lynette Spicky Fromm, donc Lynette Fromm, et sa tentative d'assassinat du président Ford. La tentative en question aurait visé à protester contre la politique environnementale américaine, Charles Manson ayant avancé maintes fois des préoccupations écologiques assez radicales, fréquentes dans la contre-culture de l'époque. On a commencé à parler des meurtres. Ouais, bon, bref. Il a aussi, un jour, sans crier gare, il m'a lancé. T'es au courant que Red est à Alderson? Red était un des sobriquets donnés à Fromm, qui était rousse, tout comme Blue l'était pour une autre fille de la famille, Sandra Good, qui avait les yeux d'un bleu intense. Et voilà, faut que ça aussi ça me retombe dessus. Je lui ai pourtant jamais dit de descendre Ford. C'était son trip, mais comme tout le reste, c'est la faute à Charlie. Et même la télé Charlie's Angels est une parodie de moi et mes nanas. Au fait, tu penses que j'ai envoyé ces gamins à l'ancienne baraque de Terry Melcher? C'était la première fois qu'il me demandait directement si je le croyais coupable ou non. Célèbre série télévisée lancée en 1976 aux États-Unis et connue en France sous le nom de Drôle de Dame, comportant parmi les personnages principaux un certain Charlie, qui, dans l'ombre, commande au doigt et à l'œil une équipe de jolies filles toujours partantes pour des missions risquées. T'es ici, Charlie, j'ai rétorqué. Donc il doit y avoir du vrai. Il a explosé de colère et j'ai eu mon premier aperçu des yeux perçants et hallucinés. Ça s'appelle des yeux de l'injustice. Qu'on a si souvent vu en couverture des magazines pendant le procès de 1960. Ils sont magnifiques ces yeux. Il est trop drôle. Il s'est approché de moi, pas pour m'attaquer, mais pour me hurler à la figure. Espèce de fils de pute! T'es pas un pote, t'es juste un pauvre pigeon qui croit aux mensonges de Sadie et aux conneries de Helter Skelter inventées par Bugliosi. Atchoum, j'éternue. Atchoum. Ah, quand j'éternue, ça veut dire que je viens de dire un mensonge. Donc il a sûrement pas dit cette phrase. Non, mais je fais très confiance à mon éternuement. Va te faire foutre, allez, casse-toi. Le gardien, clé en main, s'apprêtait à ouvrir la porte pour interrompre la baston qu'il jugeait inévitable, mais je l'ai retenu. Tout va bien, nous avons juste un petit désaccord. Le maton a hésité. Charlie a reculé et nous a fixés tous les deux. Il tremblait de rage. Puis je l'ai vu se calmer jusqu'à dire au gardien: Ouais, ça va, tout est sous contrôle. Son accès de fureur s'était éteint aussi vite qu'il avait jailli. En plus, Charles Manson a eu plusieurs fois l'occasion de sortir de prison, il a refusé, il voulait pas retourner dehors. Donc il n'avait rien à défendre. Il a rien. Il n'a pas d'intérêt à mentir, en fait. Son accès de fureur s'était éteint aussi vite qu'il avait jailli. D'une voix calme et posée, il a poursuivi. Je ne suis pas né de la dernière pluie, et je sais très bien que tout crime se paie. Mais je ne suis pas coupable, au sens où ces connards m'ont condamné. Donc je ne devrais pas être ici. En tout cas, pas pour toutes les charges retenues contre moi. Ils auraient pu me coffrer pour conspiration ou complicité. J'aurais écopé une peine similaire, et je la ferais sans broncher ni pleurnicher. Puis très vite, de peur que je ne pense qu'il se montre faible, je pleurniche pas, c'est une façon de parler, mais ces enculés m'ont vraiment blousé. Il s'est tu et son regard m'a transpercé. Il voulait voir si je le croyais ou pas. J'ai rompu le silence. Si c'est la vérité, Charlie, alors laisse-moi écrire le bouquin qui racontera ta version des faits. Il a souri et lâché. Enfoiré de gros malin.
T'as bien caché ton jeu pendant 2 mois, pas vrai? Le truc, mec, c'est que je sais pas si je peux te faire confiance. Ça n'a rien à voir, Charlie, j'ai répliqué. On a déjà balancé tout le mal qu'il y a à dire sur toi. En revanche, ta vie reflète le malaise de la société et correctement racontée, elle pourrait servir d'exemple. Tu as toujours dit que les parents t'avaient envoyé leurs enfants. Ton existence, telle que tu l'as réellement vécue, sans toutes ces conneries de helter-skelter qui ont été rajoutées au procès, montrerait pourquoi ces gamins t'ont rejoint et ferait réfléchir un peu leurs parents par la même occasion. Ta vie est très instructive, Charlie. Et puis, il y a aussi ta propre version de ce qui a pu provoquer les meurtres. Laisse-moi écrire tout ça. Tu sais quoi, Emmons? J'en ai rien à foutre de ces gamins. C'est à leurs parents de s'occuper d'eux. C'est à cause d'eux et de leurs vieux à la con que je moisis ici. Alors qu'ils se démerdent. Putain, non. Pas question que je sois dans un bouquin. Encore moins un bouquin qui me ferait passer pour un bon samaritain. Qu'ils aillent tous se faire mettre. Ce sont eux qui ont créé l'image de Charlie. Alors ils n'ont qu'à faire avec, en regardant leur môme m'écrire pour me dire qu'ils veulent me voir et rejoindre ma famille. Putain de merde, il n'y avait même pas de famille. C'est des reporters qui nous ont collé ça sur le dos en fouinant à Span Ranch. Et t'oublies aussi que personne veut lire quelque chose d'instructif, comme tu dis. Tout ce, tout ce qu'attendent les gens quand ils dépensent $1, c'est du sang, des tripes et du sexe. Bon, attention, ça c'est Emmons qui rapporte ce que Manson lui aurait dit, hein. Ce jour-là, j'étais découragée en quittant le parloir. Je me suis rendu compte que suggérer à Manson de me laisser retracer sa vie comme l'exemple même à ne pas suivre était une très mauvaise idée. La société, il la haïssait tellement qu'il n'aurait jamais voulu contribuer à quoi que ce soit qui puisse lui être utile. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de Manson, qui en incluait 2 autres, émanant de magazines lui demandant un entretien. À moi, il demandait si je pensais qu'il devait accorder ou non ces interviews. Au lieu de lui répondre, je suis allée le voir le lendemain. Il n'a pas été question du bouquin, mais je lui ai dit que s'il donnait des interviews, qu'il me laisse au moins être le premier à en avoir une. Ça marche, m'a-t-il répondu. Mais une de ces lettres vient d'une fille, d'un canard local qui me poursuit déjà depuis un moment. Alors je me suis dit que tu pourrais la voir d'abord et, si elle est ok, te pointer avec elle. On s'est mis d'accord pour que je fasse l'interview avec la journaliste. Hé, vous voyez, hein, il lui propose de passer d'abord. Donc le mec, genre, je veux trop de la thune, je veux l'exclure parce que je veux ma retraite. Et lui, il pense, ah mais non, mais il y a une nana qui, ça fait plus longtemps que toi. Non mais l'esprit Charlie, il y a une nana, ça fait plus longtemps que toi qu'elle me demande, hein. Non mais voilà, je vous laisse juger, hein. Non, j'ai. On s'est mis d'accord pour que je fasse l'interview avec la journaliste. Je lui ai parlé et elle a consenti à certaines restrictions. Lors de l'entretien, elle a demandé à Manson: pourquoi avez-vous tellement confiance en Emmons? Vous refusez presque toutes les interviews, sauf quand c'est lui. La réponse de Charlie m'a agréablement surpris. Eh bien, Emmons et moi, c'est une vieille histoire. Il me comprend. En fait, je le considère comme un de mes pères spirituels. Il m'a élevé dans une certaine mesure et maintenant il écrit un livre sur moi. Que Manson affirme que j'étais un père spirituel qu'il avait élevé était tout sauf flatteur. Mais il mentionnait le livre et je n'allais pas chercher à en savoir plus sur son revirement. Peut-être appréciait-il mes visites régulières ou se rappelait-il des services rendus. Quoi qu'il en soit, il était désormais prêt à coopérer. Non, il le voyait comme le gars en prison sous, sous lequel il avait besoin de s'en sentir protégé en fait. Et lui, ah, quel usurpateur! Je m'étais non seulement arrangé avec mon journal, mais aussi avec l'agence de presse UPI pour leur fournir quelques photos et infos sur l'interview. Bien que je ne l'ai absolument pas précisé, la dépêche de l'agence indiquait que Charles Manson allait collaborer avec moi sur un livre. J'ai illico commencé à recevoir des lettres à son sujet. Son affaire remontait à plus de 10 ans, mais Manson passionnait encore les foules. La plupart des lettres venaient des États-Unis, mais il y en avait aussi en provenance du Canada, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et d'Australie, mais pas de France. Beaucoup de ces missives apportaient des informations intéressantes, et toutes se révélaient encourageantes.
Il avait parfaitement le droit de livrer sa propre version de sa vie et des événements ayant mené au meurtre de 1969. Le matériau qui fonde ce récit à la première personne provient d'innombrables entretiens avec Manson et a été corroboré de diverses façons, entre autres par sa correspondance avec moi et d'autres individus. Je ne cacherai pas avoir rencontré plusieurs obstacles. Contrat moral ou pas, Manson n'était pas toujours dans d'heureuses dispositions, et j'ai dû me coltiner des heures et des heures de ses sempiternelles lamentations sur les prisons pourries et le système carcéral à l'avenant. Et alors? Oh! Je n'étais en mesure d'utiliser un magnétophone qu'en de certaines occasions, et seul l'établissement pouvait le mettre à ma disposition. Quelques années auparavant, un détenu avait tenté de s'évader de la prison de San Quentin à l'aide d'un flingue que son avocat aurait, semble-t-il, réussi à dissimuler dans un magnéto, d'où la contrainte. Bien des fois, j'ai dû me débrouiller pour mémoriser du mieux que je pouvais les propos de Manson. Je me suis souvent retrouvée à prendre fiévreusement des notes, à tout moment et en tout lieu, jusqu'au parking de la prison, où je m'attardais parfois après les visites pour retranscrire un nom ou une tournure de phrase. Ouais, genre, ouais, il a bien bossé, il y avait un matos simple, mais il a tout compliqué, quoi. J'ai souvent dû revenir plusieurs fois avec lui sur tel ou tel épisode de sa vie pour en confirmer les détails et corriger d'éventuelles erreurs. Dans les cas où je n'ai pu les corroborer, j'ai gardé les mots de Manson, le but premier de cet ouvrage étant de livrer sa version. J'ai reconstitué son enfance à l'aide de nombreuses sources. Ouais, même pas sûr que ce soit les siennes. En sus des histoires parfois lacunaires qu'il m'a racontées, j'ai sillonné les États-Unis pour me rendre sur son lieu de naissance et les divers endroits où il a passé les 16 premières années de son existence mouvementée. En Indiana, dans l'Ohio, en Virginie occidentale et au Kentucky, j'ai cherché confirmation des dires de Manson auprès de quiconque l'avait un jour fréquenté. Quand il m'arrivait d'obtenir une information inédite, je le relayais systématiquement auprès de l'intéressé afin qu'il me livre sa version et ses impressions. Ce que j'ai rassemblé est les résultats d'un long processus de discussion, d'observation, de vérification et de remise en ordre chronologique des propos de Manson. Bah ok, donc comment il peut dire après que c'est un menteur? C'est le récit de sa vie tel qu'il s'en souvient et tel qu'il la considère, rapporté de manière aussi exacte que possible. En 6 ans et des centaines d'heures passées ensemble depuis ma première visite, j'ai été témoin de sa rage et de son mépris, et vice-versa. J'ai parfois aussi senti chez lui une certaine gentillesse, un côté tendre qui pourrait bien être au cœur de l'attraction qu'il a exercée chez ceux qui l'ont suivi. Mais jamais je ne l'ai entendu exprimer le moindre remords ou une quelconque empathie à l'égard des vies anéanties par la folie que lui et les siens ont partagée. Lorsqu'on s'enquiert de son absence de remords, Manson change brutalement d'attitude et se défend vigoureusement. Pourquoi j'aurais des remords? Je n'ai pas tué ces gens. Demande plutôt au procureur et aux médias s'ils regrettent de m'avoir envoyé ces gamins. Tous ces mômes qui veulent jouer du couteau et prendre les armes pour moi depuis que le proc et autres auteurs courant après le fric ont bourré le mou du public en lui faisant gober n'importe quoi. C'est vrai ça. Merde alors, c'est eux qui ont créé cette image de moi et qui perpétuent la légende. La légende de Charles Manson, le battage médiatique qui l'a paradoxalement rendu si énigmatique, le problème des sévices infligés aux enfants et celui des drogues sont autant de bonnes raisons de raconter cette histoire. Mais il me semble que le mythe de Charles Manson ne survivra pas à ces propos. Ces mots témoignent des conséquences de l'abus prolongé de substances illégales. Le récit effarant de ces premières années démontre une fois encore que les enfants ne peuvent vivre sans amour et compréhension. S'ils ne les trouvent pas dans leur foyer, ils iront les chercher ailleurs. Par exemple, chez Charles Manson, vers qui ils se tournent, séduits par une légende qu'ils croient vraie. Ah, je croyais qu'il allait parler de Manson, qui n'a pas eu d'amour et d'affection dans son enfance, mais bon, passons. Manson n'a jamais exagéré l'ampleur du courrier qu'il recevait, ni le nombre sidérant de ses disciples potentiels. Je le sais, j'en ai rencontré beaucoup. Lui-même m'a adressé quelques 100 kilos de lettres, et je ne suis pas le seul dépositaire de son incroyable correspondance. Quand il affirme que certains se disent prêts à jouer du couteau et prendre les armes pour lui, ou partant pour dégommer quelques pigs en son nom, c'est vrai aussi, je l'ai lu dans de nombreuses lettres. C'est plutôt effrayant,
et nous n'y comprenons rien. Monson a un jour déclaré: Regardez-vous, tout ça n'a rien à voir avec moi ou mes prétendus pouvoirs. C'est à cause de la façon dont ces enfants ont été traités depuis qu'ils sont petits par des parents qui se croient tout-puissants. Et je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, la nouvelle que je suis en train d'écrire s'appelle L'armée des enfants fous. Et de la pression qu'ils ont subie dans une société où il faut être toujours plus riche et important. Ça les a tellement gavés qu'ils sont allés voir ailleurs. On ne saurait s'exprimer plus clairement. Hormis dans cette introduction et dans la conclusion, je n'exprime nulle part mon opinion sur Manson. À peine. J'ai certes mis en forme ses propos le plus harmonieusement possible, et je me suis appliqué à en noter les diverses répétitions et autres digressions. J'ai changé certains noms, même déjà mentionnés ailleurs, par considération pour les personnes concernées. Il ne semble pas que ce soit vrai finalement. Les noms des personnes que l'auteur a voulu garder anonymes sont remplacés le cas échéant par des initiales, ou ne sont tout simplement pas donnés. Merci. En l'occurrence, l'homme qui accompagna Manson sur la scène du crime à Celio Drive, la nuit même des meurtres, est désigné comme un membre du groupe et son accompagnateur. Mais donc, déjà l'éditeur euh, dit que c'est un menteur. Hein. Mais cette histoire est purement la sienne, tout comme les idées et les opinions qui y sont reflétées. Je n'ai fait que la raconter du mieux que j'ai pu avec ses propres mots. Je tiens également à préciser que Charles Manson n'a jamais reçu de droit d'auteur pour cet ouvrage, c'est la retraite de Neil, et que, même s'il a évidemment pris connaissance du manuscrit, j'ai été seule en charge du montage final de sa saga. J'aimerais également exprimer ma reconnaissance envers l'éditeur, qui m'a fait confiance quand tant d'autres m'ont tourné le dos. Ouais, à part que l'éditeur, il est en train de dire que tu racontes des conneries. Enfin, je prie les familles et amis des victimes de bien vouloir m'excuser d'ouvrir une fois de plus les plaies causées par ces jours horribles du mois d'août 69. Voilà, bon, prochaine lecture, ce sera enfin le livre. Voilà.